Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur la chaîne des replays d'un monde de jeu et vous regardez le condensé des matinales du 14 et du 16 avril 2025. Deux émissions résumées en une seule, parce que je me suis dit, à tort, parce que je me rends compte maintenant qu'elles sont très longues malgré tout, que comme ce sont les sujets habituels qu'on aborde le lundi, j'allais tout remettre en une seule émission. Au final, il y avait plein de choses à évoquer, donc ça dure un petit peu longtemps. Et petite particularité, je commence avec Aline, je termine tout seul cette émission. Aline avait mal au crâne le mercredi. Vous allez devoir me supporter tout seul. J'espère que ça ne sera pas trop pénible. Mais c'est pas grave. Ce ne sont que des matinales. Les séries. Donc les séries, d'habitude, au début du mois, on vous montre, d'habitude, ça fait depuis janvier qu'on fait ça, on vous montre toutes les séries qui vont sortir. J'ai repris les visuels Instagram des différentes plateformes et on va parler un peu de ce qu'on a découvert sur ces séries et ce qu'on va regarder éventuellement. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur Instagram. C'est toujours agréable en fait de voir ce genre de présentation avec ces listes de contenus qui arrivent. Ça nous permet de nous créer des envies comme dans le jeu de société. Il faudrait qu'on le fasse, nous, les sorties du mois. Le Passe-Temps le fait. Ils font une liste au début du mois de toutes les sorties jeux de société avec celles qu'ils attendent plus particulièrement en faisant des petits points sur des contenus ça serait pas une mauvaise idée de le faire aussi pour un monde de jeu. Mm-hmm. Ce qu'on attend le plus, ce qui va sortir. Moi, j'ai hésité, je t'avoue, à mettre une petite icône à côté de chacune des séries et films qui m'intéressaient le plus. Je l'ai au final pas fait, mais je me suis posé la question. Ma série préférée, c'est celle de Fino Bonacci, nous dit Duncan, qui est d'humeur rigolote ce matin. Alors, quelques séries qu'on a notées. Je vais te laisser dire ce que tu veux, Aline, puisque là, tu en as noté quelques-unes. Toi, tu es resté sur cette semaine en particulier, tu n'as pas été au-delà ? Oui, je ne suis pas allée au-delà, je suis même passée un petit peu avant, puisque j'ai quand même mis quelques séries qui étaient déjà sorties la semaine dernière. Moi, je me suis fait une semaine la semaine dernière, parce que j'avais pas mal de dessins à terminer, et quand je fais du dessin, là c'est le moment où j'ai le temps d'écouter, de regarder d'un œil souvent les séries en même temps. Donc je me suis dit, tiens, je vais regarder deux séries qui se centrent sur un aspect démoniaque, tu sais, sur des démons. Donc il y en a deux qui étaient sortis, The Bondsman avec Kevin Bacon, et puis hop, Anaon, une série française, les deux sur Prime Video. Alors, j'ai regardé les deux. Alors, The Bondsman, c'est ultra américain comme série, très très américain, avec ça en fait des caisses. On retrouve Kevin Bacon, qui est un acteur qu'on connaît bien au cinéma, et maintenant on est habitué à voir des acteurs de cinéma, tu sais, comme on les qualifie, les stars d'Hollywood, passer dans des séries et les incarner plus particulièrement. Kevin Bacon, tu saurais me citer des films, parce que je réfléchissais derrière, c'est un visage qu'on connaît bien. Flashdance. Oui, non, pas ça Flashdance. c'est le premier. Non, c'est pas Flashdance, c'est. Oui, il a fait un film effectivement où. C'est pas Flashdance. Où ça danse un petit peu. Footloose. Footloose, c'est ça. Footloose, Apollo 13, effectivement. Vous le citez sur le chat. Et Mystic River, c'est génial. Mystic River. Ouais. Et puis. Pas qu'Apollo 13 soit nul, Apollo 13 c'est bien aussi. Ah, c'est très bien Apollo 13. Enfin, ça date un petit peu, mais c'est très bien. Moi, je suis abonnée à son Instagram, Kevin Bacon. C'est vrai ? Ouais, il est super rigolo. Il poste plein de... Ça fait partie de ces acteurs américains que je suis, parce que c'est réellement eux derrière le compte Instagram, et qu'il n'y a aucune triche, mise en valeur, filtre ou je sais pas quoi. C'est vraiment lui, comme c'est vraiment Michael Douglas, par exemple. Et lui, il partage plein de moments. Il vit avec sa femme dans une ferme. Il fait plein de vidéos où il chante... et où il danse avec elle, et c'est super drôle en fait, ça met vraiment de bonne humeur quand tu tombes dessus. Ouais. Et donc ça fait plaisir de le retrouver dans une série. En fait, je pense que c'est le principal intérêt de cette série-là. C'est un chasseur de primes qui se fait dégommer au début du premier épisode par le compagnon de son ex-femme qu'il aurait bien envie de reconquérir. Donc il se fait dégommer dès le début, et puis il se réveille et
il est toujours en vie. Comment c'est Et possible? donc, pas simplement, il a été ressuscité par le diable en personne, qui a décidé de le ressusciter pour l'envoyer chasser Et le diable, tu le vois? les démons. Non, on le voit pas vraiment, en tout cas pas sur cette première série. C'est une mini-série de 8 épisodes, je crois, seulement. Il est ressuscité par le diable et on l'envoie chasser des démons. Donc il y a un côté, tu sais, comme de ces séries à rallonge qui existent dans lesquelles tous les épisodes se succèdent. Attends, pardon, mais va falloir expliquer. Comment il peut être ressuscité par le diable pour aller chasser des démons? Normalement, le diable et les démons sont dans le même camp. Ah, bah tu sais, les démons, ils sont compliqués. Il y en a qui ne respectent pas les ordres du diable, qui reviennent sur Terre sans autorisation. Et donc, il est envoyé par le diable pour les affronter. Ça fait penser à toutes ces séries, à la manière d'un X-Files par exemple, toutes ces séries où tu as plein d'épisodes séparés, tu as l'impression avec à chaque fois, tiens, un nouveau démon qui arrive, faut s'en occuper, ça va être compliqué de le rattraper, parce que forcément, ils sont un peu démoniaques les démons. Et ça noue les fils d'une histoire. Mais là, c'est une mini-série, elle n'est pas si longue que ça, 8 épisodes seulement. C'est évidemment un peu violent, un peu très américain, avec une photographie qui est amusante. C'est distrayant. Je ne vous la conseille pas particulièrement, mais bon, si vous faites du dessin et que vous regardez que d'un œil la série en même temps, ça fonctionne dans ce cadre-là, sans être obligé de s'installer sur son canapé. Je ne pense pas que j'aurais eu la patience de m'installer sur le canapé pour regarder ça. Mais déjà, pour le plaisir de revoir Kevin Bacon, c'est toujours sympa. Et oui, des démons démoniaques. Je pense à un côté Evil Dead un peu, peut-être. Alors, j'ai pas vu Evil Dead, donc je vais pas pouvoir vous le dire. Ah, on a un fan. S'il y a Kevin Bacon, ça se conseille. Ouais, non, mais il joue très bien, c'est plutôt sympa. Et puis, série française, Anaheim, qui est sortie sur Prime Video également, et celle-ci, je ne l'ai pas finie, j'accroche pas du tout en fait, alors que le pitch me plaisait plutôt bien. Moi, je fais partie, toi en général, quand on te dit série française, tu te sauves en non, disant, pas forcément. Ah, c'est vrai ouais. Souvent, tu me dis ça quand même. Oh, mais c'est-à-dire que série française, le problème que j'ai, c'est que beaucoup de séries françaises sont des séries d'humour. Et moi, j'ai du mal avec l'humour potache. Ah oui, non, là, c'est pas une série mais d'humour. pas du tout. Par contre, une série française qui serait pas potache m'intéresse de base, en fait. T'as vu, je referme les trucs, parce que j'ai l'impression que ça va rester ouvert. C'est comme des volets. Ferme bien tous ces tiroirs, surtout. Anaheim, c'est une série dans laquelle, là aussi, il y a un démon qui se balade. On a des adolescents qui le rencontrent plusieurs fois. Évidemment, ça fait penser un peu à Stranger Things, à la française, avec des acteurs français. Moi, j'aime bien cet aspect-là parce que ça donne souvent, tu sais, le traitement vu par des Français, ça donne un ton qui n'est pas du tout le même que celui auquel on est malheureusement peut-être un peu trop habitué parce que il domine dans le domaine culturel le traitement très américain, haut en couleur, avec beaucoup de violence et un jeu d'acteurs souvent qui diffère aussi. Mais là, je trouve que ça prend pas beaucoup. J'ai l'impression que ça... Même le rythme est ne me plaît pas énormément. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas, je n'ai pas accroché spécialement. Donc, ce n'est pas une série que je vous conseille particulièrement. En tout cas, je n'ai pas réussi à la finir. Je pense que je vais passer à autre chose. Voilà pour les 2 séries que j'ai regardées la semaine dernière. C'est déjà pas mal, hein, je ne sais pas comment tu as fait, parce que moi, perso, j'ai rien fait du tout en termes de... T'as qu'à dessiner derrière ton ordi. Culturellement, j'ai rien fait la semaine dernière. Et comme j'ai même en plus relu un livre que j'avais déjà lu, c'était vraiment zéro découverte, quoi. Les soirées, on les a passées avec des gens. Donc, naturellement, on n'a pas regardé la télé pendant ce temps-là. C'est souvent le soir que les gens regardent la télé, malgré tout. De ton côté, Aline, donc tu as préparé ce qui est arrivé ? Ouais. J'ai listé, par exemple, la saison 7 de Black Mirror qui arrive sur Netflix, qui est arrivée puisque ça a commencé le 10. Et 6 nouveaux épisodes. Je pense que vous savez de quoi il s'agit, hein, Black Mirror. Vous savez que c'est une série un peu sombre et un peu d'anticipation. Sombre, je sais pas. En tout cas, c'est une série qui anticipe. C'est la dimension. On voit l'avenir de manière... parce que souvent, ils prennent une situation et ils déroulent le fil. Sombre et satirique. Ouais, d'accord. Je pense que c'est quand même un prisme pour leurs épisodes. Mais ça me met pas de mauvaise humeur, moi, quand je regarde ces épisodes. C'est souvent, il y a un petit côté exercice de style. Tiens, on prend une situation et c'est amusant de voir à quel point certains épisodes des toutes premières saisons qui parlaient d'intelligence artificielle et ce genre de choses se regardent différemment aujourd'hui qu'on est dans la situation où ces cas de figure entrent en compte. Tu sais, je me souviens d'épisodes notamment avec des maisons connectées, des partenaires de conversation, des choses comme ça. On est tout à fait maintenant dans des cas de figure où c'est possible. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pas l'impression que le traitement soit un traitement optimiste de l'avenir. Peut-être que c'est dans ce sens-là que j'entendais sombre. Ça interpelle en tout cas, ça pousse à l'excès.
ne faut pas tout prendre au premier degré, mais ça permet de réfléchir. Moi j'ai du retard dans Black Mirror, j'ai quelques saisons de retard que je n'ai pas regardé parce que on n'y pense pas nécessairement, et ça me dirait bien de rattraper mon retard. C'est une série que j'avais beaucoup aimée. Ensuite, il y a d'autres choses qui t'intéressent particulièrement? Alors, Je vois que tu as noté plusieurs séries. Alors j'ai noté ce qui me paraissait le plus impactant, nouveau. Alors je t'avoue que celui-là, je suis en train de regarder parce que je me dis El Jardinero, oui, je sais que je l'ai préparé, mais je me rappelle plus. Dis-moi ce que tu as préparé. Par contre, Vrais voisins, faux amis, ça sur Apple+, c'est une des séries, un des trucs où je me suis dit ça, je vais vraiment regarder. Pour l'acteur aussi, parce que c'est l'acteur qui joue dans Mad Men, dans Landman, qui m'avait déjà assez impressionné par sa manière de jouer dans d'autres choses. Et là, ça raconte son histoire à lui, qui passe d'un poste important, fortement rémunéré, au chômage, et qui finalement décide de cambrioler les maisons de ses voisins, qui sont dans un quartier assez huppé. Et j'ai regardé la bande-annonce et il y a une ambiance là-dedans et un rythme où je me suis dit, je suis au moins curieuse de voir comment ça fonctionne. J'ai eu l'impression que ça avait un potentiel pour plaire à Aline, tu vois. D'accord. Donc je me suis dit, oui, ça je regarde. John Hamm, je suis convaincue, je viens de voir. Ok. Ensuite, je vois que tu as noté Le Dôme de Verre sur Netflix. Donc ça sort le 15 Alors avril ça aussi demain. C'est pareil, ça c'est certain que je le regarde. En fait, les deux, je pense c'est certain que je vais les regarder. Celui-là, c'est une série qui a été écrite et produite par Camilla Lackberg, l'autrice de polar bien connue. C'est pas adapté d'un de ses livres, c'est une histoire originale qu'elle a écrite pour l'occasion. Et il y a une double narration puisqu'en fait c'est l'histoire d'une enquêtrice qui revient dans un village dans lequel elle-même, enfant, elle a vécu quelque chose de particulier. Et il se trouve qu'il va à nouveau y avoir un enlèvement d'enfants dans ce village-là. Donc oui, c'est intriguant, le traitement a l'air chouette. Et je me dis que ça, je le mets au planning de ce que je vais regarder. Joli planning. Ensuite, Gouvernement Cheese. Si tu veux, cette semaine, Aline, on peut peut-être se prévoir un moment sieste où on regarde ça parce qu'on sera peut-être plus pris en soirée et un peu moins en début d'après-midi. Ouais. Alors ça peut être sympa comme intriguant. programme. Faites ça chez vous. Allez pas au boulot l'après-midi, regardez des séries au début d'après-midi. Gouvernement Cheese. Government Cheese, c'est l'histoire d'un gars qui, de mémoire, sort de prison et retrouve sa famille, mais évidemment sa famille a évolué pendant son incarcération. Il a des idées un peu farfelues, il va inventer un truc, il va essayer de le commercialiser, mais il y a un traitement humoristique de ça dans les années 60, avec du rythme, en tout cas la bande-annonce est rythmée. Est-ce que c'est un humour qui va me plaire? Est-ce que c'est quelque chose auquel je vais accrocher? Je sais pas, mais il y a de la curiosité. Oh là là, on a les commentaires de Rachel que je vais pas lire. Par contre, des commentaires de Big Mish qui nous dit rien à voir, mais en ce qui concerne l'exercice de style, je vous conseille Inside number 9 avec des épisodes indépendants et de l'humour british. On est à la saison 10 de cette série-là, j'ai l'impression, si je regarde parce que j'ai cherché en même temps, pendant que tu parlais, Aline. Je t'écoute pas, tu sais bien. Ouais. Saison 9, on est à la saison 9 de cette série british, je la connaissais pas du tout, mais j'imagine que vous la connaissez forcément. Toi non plus, tu m'écoutes pas, t'as même pas entendu quand j'ai dit bonjour, c'est fou quand même. T'as pas entendu le premier mot de l'émission. Ensuite, Stolen Girl. Ça t'a regardé ou pas du tout? Oui, j'ai regardé et également je suis intriguée. Attends, il faut que je remette mes idées dans l'ordre. C'est l'histoire d'une maman qui permet à sa fille d'aller jouer chez sa copine après l'école. Et elle la dépose là et les enfants s'entendent bien. Et elle rencontre la maman de la copine pour la première fois et elle laisse sa fille. Et quand elle vient la rechercher, c'est quelqu'un d'autre qui lui ouvre la porte. La famille n'habite pas là, on ne les connaît pas et sa fille a disparu. Et il y a une ambiance un peu oppressante dans la bande-annonce. Et ça avait l'air sympa, ça. Donc, tu as noté plein de trucs, c'est juste pour cette semaine, en fait. C'est ce que je t'ai dit, j'avais l'impression on en qu'il y avait plein de choses. Peut-être dans une semaine de série, tu vas pas regarder 12. Et des fois, elle dure plusieurs semaines, la série qu'on suit. Ouais, alors là, par contre, je l'ai noté, mais ça m'a pas du tout hypé. Nouvelle vie à Ransom Canyon. Ok. C'est un traitement tant mieux. Feuilletonnant. Un peu moins de boulot. Un traitement un peu feuilletonnant et romanesque, enfin pas romanesque, mais romantique d'un western. Bof.
Moi, je suis pour les westerns moins feuilletonnants et moins romantiques, je D'accord, pense. ok. Et Après, le 18 avril, T'as saison regardé 5. Yellowstone, hein, mais bon. Bah, ça, franchement, alors on va dire rom-com alors. Un Ouais. traitement rom-com du western, j'ai pas envie. Et le 18 avril, LOL, saison 5, donc c'est la suite de cette émission, on va dire plutôt, dans laquelle les gens doivent s'empêcher de rire. L'idée est rigolote, mais j'ai regardé le premier, hein, le premier ou les deux premières peut-être. Ils en sont déjà à la 5e, ils en font plusieurs par an du coup, je pense. A priori, ça ne m'attire pas, si ce n'est qu'il y a Vincent de Dienne. Comme on l'a déjà croisé, on est toujours un peu plus curieux. Je regarde le profil des gens qui sont présents, Vincent de Dienne, Muriel Robin, c'est ceux qu'on a envie de voir peut-être. Bon, après je les connais pas, hein. Il y a Artus, Camille Chanouke. L'idée, bon, je m'en fiche. Je préfère regarder d'autres trucs maintenant. Mais bon, la noter, c'est cette semaine. T'as envie de regarder LOL? Mais non, moi je suis pas une fille fun. Ah bon? Non, mais en vrai. Non, mais j'ai pas envie de regarder D'accord. LOL. En fait, ça m'amuse pas spécialement. J'ai tenu bon tous les épisodes, En fait, je dis ça, mais je les ai tous regardés parce qu'en fait, notre fille, elle a trop envie de les voir avec nous, donc elle les regarde une fois toute seule, puis après elle arrive à chaque fois à me convaincre et je les regarde avec elle pendant qu'elle les regarde pour la deuxième ou troisième fois. Mais à chaque fois, moi, je m'ennuie un peu. Tu as pas noté This Is Us, c'est pas cette semaine? J'ai pas vu si jamais. Ça doit être sur Netflix. Où est-ce que c'est noté? Donc ça, c'est évidemment, il y a d'autres séries très attendues qui vont arriver dans les jours et les semaines qui viennent. Je ne connais plus la date de This Is Us, mais il me semblait que c'était cette semaine, qui est à peu près la série la plus attendue du moment. Il y a aussi la série sur Astérix qui sera à la fin Ouais, mais à la ça, fin c'est du pas mois. cette semaine, c'est la semaine prochaine. Ouais. C'est pas Netflix, This Is Us? Ah non, c'est pas Netflix, je crois que c'est Disney+, peut-être. Regardons ici. Hop, hop, hop. Ou Max. Non, c'est sur Max. Du coup, on a peut-être l'annonce sur le programme de Canal+, parce que j'ai pas noté. Alors ici, This Is Us, c'est noté où? C'est The Last of Us que tu me montres, parce que This Is Us. Ah, The Last of Us, c'est ce que je voulais dire. Parce Pardon, que je confonds me les disais, types mais de quoi il parle? Ouais, non, mais This Is Parce Us, que je vois bien ce que c'est, quand mais ça n'a rien à voir. Rachel effectivement. dit je chiale comme une madeleine à chaque vidéo, c'est bien This Is Us. Oui, bien sûr, évidemment. Mais This Is Us, on nous dit c'est aujourd'hui. J'aurais fait un lapsus avec un truc qui sort vraiment en ce moment. Elle est Ça pas date. terminée cette série, This Is Si, Us? je pense, non, j'en sais rien. On n'avait pas tout regardé, on avait regardé que le début. Jamais regardé The Last of Us, nous dit Boomer, et pas pressé. Moi j'ai vu la saison 1, j'ai trouvé ça chouette, mais j'ai été moins impressionné que l'ensemble des gens qui en parlent comme de la meilleure série de post-apocalyptique de ces dernières années. C'est adapté d'un jeu vidéo que j'ai fait aussi, ça ressemble beaucoup au jeu vidéo quand même, c'est vraiment copié, ça le suit très fidèlement. Le jeu des acteurs est intéressant, donc c'est plutôt une bonne série, mais bon, ça m'a pas scotché. Ayant déjà fait le jeu vidéo, j'ai pas vraiment ressenti l'urgence de le voir adapté en série en fait. Et pour tous les grands fans de ce jeu vidéo, il y avait une sorte de satisfaction à voir que, tu sais, comme les bouquins, Quand ça c'est peut être bien adapté et bien oui. adapté en disant ah c'est chouette, ils ont fait quelque chose de chouette, mais moi j'ai pas cette attente-là, je ne considère pas le jeu vidéo comme le domaine culturel prioritaire, même si aujourd'hui c'est celui qui génère le plus de revenus. Voilà, pas plus impressionné que ça, mais par contre je regarderai la saison 2 avec plaisir. Alors, au niveau des films, est-ce qu'il y a des films qui t'intéressent particulièrement cette semaine? Je ne sais pas si c'est d'avoir rien regardé à la télé pendant plus de 3 semaines, Ouais. ou si c'est parce que vraiment... T'as envie d'aller au cinéma? Mais il y a plusieurs choses dans les séries comme dans les films où je me suis dit, bah oui, en fait, je suis curieuse de ça. Vraiment curieuse de plein de choses là. Ok, bah dis-moi. Et ben par exemple, bon, vous voyez, on a mis toutes les sorties et tu as rajouté les bandes annonces. Par exemple, le film un petit peu plus bas, alors dis-moi. sort le mélange des genres par exemple. Là dans la première ligne, c'est Sinners qui m'intrigue pour en avoir lu des comptes rendus par exemple dans le magazine Première et puis pour la réalisation et le thème du vampirisme. Mélange entre musique et vampirisme, ça a l'air vraiment intéressant. Okay. Après, c'est juste un sentiment, c'est ce que tu ressens par rapport Dis-nous ce que tu retiens juste, et puis après, on se fera notre propre avis en allant tous au cinéma. Et évidemment, on va foncer dans les salles obscures. Donc, le mélange des genres, c'est
un film avec... c'est Duverne, l'acteur, je me souviens plus. Je sais pas. Et Léa Drucker. Je t'avoue, je me rappelle plus du pitch de Bon, je te montre Mélange les des affiches genres. peut-être plutôt. Parce que moi, j'ai pas du tout regardé, là. J'ai pas eu le temps de regarder les bandes annonces cette semaine, donc je peux pas trop vous faire d'attente particulière sur ce qui arrive. J'aurais bien voulu. J'ai vu que tu m'as dit quand même, là, il y a un film avec Valérie Lemercier et Gérard Darmon, et je suis à fond, j'ai tellement envie d'aller le voir. Ouais, voilà. Et sinon, il y a Réparation, Ouais. qui est le nouveau film de Régis Varnier, qui parle de l'histoire d'une jeune chef cuisinière dont le père et l'amoureux ont mystérieusement disparu. Père qui est interprété par Clovis Cornillac, qui était également chef cuisinier, et amoureux qui est interprété je ne sais plus par qui, mais qui était également commis dans cette cuisine. Ils disparaissent et plusieurs personnes, enfin on comprend pas où ils sont, on comprend pas ce qui s'est passé, et un petit moment après elle reçoit une invitation pour aller dans une je sais même plus exactement, une foire, enfin un événement culinaire en Thaïlande, et elle va s'y rendre, et elle se doute que cette invitation vient de l'un des deux, elle ne sait pas duquel. Il y a une atmosphère mystérieuse, et ouais, les images ont l'air magnifiques. Je me suis assez... Et puis on voit Régis Varnier, moi j'ai adoré Indochine, hein, donc Ah bah oui. je me dis que c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'ai envie de voir. Et vous noterez qu'il ne s'agit pas d'acteurs américains. Et oui, bah, tu m'as dit, oh, bah, j'ai été surpris, j'ai envie de regarder ce film alors que c'est un truc français avec Clovis Cornillac. Moi j'aime bien Clovis Cornillac. Ouais. C'est un acteur, rien que de voir quelques images, je rentre facilement dans son jeu. Ça me donne envie de voir ce qu'il fait de manière générale. Voilà, donc pas mal de films. Donc moins convaincu par celui-là, d'après ce que j'ai Non, mais compris. c'est parce que tu vois, Par quand le tu film avec- regardes et le pitch et la bande-annonce, j'ai l'impression d'avoir vu ce film 1000 fois, ce qui Et n'est pas Mon le Nous cas. Vivant, tu as même l'impression d'avoir déjà entendu le générique, tu t'attends. Le titre, ouais. C'est-à-dire que je me dis, au moins, quand je regarde le pitch du Varnier, je n'ai pas l'impression que j'ai déjà vu le film. Voilà, donc... Ça, j'ai très envie de voir alors, aussi. dis le Comment titre. devenir riche grâce à sa grand-mère. Ça a l'air merveilleux, ce film, en émotion. C'est l'histoire d'un jeune qui se rend compte que pour récupérer l'héritage, il faudrait peut-être qu'il s'occupe de sa grand-mère, et que peut-être ça lui permettrait de devenir riche. En gros, globalement, c'est ça. Il se trouve qu'il va s'attacher à sa grand-mère. Ok, mince. Et là, c'est le genre de Et film où elle tu meurt à la passes de fin, c'est ça? l'opportunisme à l'affection, et t'as l'impression qu'il y a plein d'humour et que c'est subtil. Ok. Bon, bah voilà, quelques films à aller voir au cinéma. Il y en a pas mal de trucs. On a Big Mich sur le chat qui nous dit qu'il a vu Toxique en festival, dérangeant par sa froideur et le thème, mais intéressant. Ouais, c'est un peu ce que je me suis dit en regardant, que ça avait l'air... T'as pas mis la bande-annonce parce que peut-être tu l'as pas trouvé, moi j'en ai pas trouvé non plus, mais il y a un documentaire qui a été réalisé par Daryl Hannah, qui est la femme de Neil Young, sur la dernière tournée de Neil Young. Ça s'appelle Coastal, et ça, j'ai regardé quelques images et j'ai lu des choses, ça a l'air chouette, mais il faut aimer... Ça, c'est les sorties dans très très peu de salles. Si vous regardez les premières sorties, là, ça sera dans les cinémas un peu partout. Quand Oui, tu il y a arrives sur très la peu de fin de la salles. liste, là, il n'y a plus Ouais. grand-chose. C'est vraiment quelques cinémas qui proposent Le ça. Trésor perdu 2, ça a l'air marrant aussi. Alors après, on voit bien tout de suite avec l'affiche où ça va chercher l'inspiration. On a l'impression qu'on est à la fois dans un univers Picsou et Indiana Jones. J'avoue que je n'aimais pas toujours les films qui sont comme ça, un peu plus confidentiels. Mais parce que ça a on l'air sympa. En vrai, on n'a pas l'occasion de les voir. Nous, en tout cas, ici en Franche-Comté, on n'aura pas de salles qui vont diffuser ces C'est une films-là. histoire de Club des 5, plus ou moins. C'est des jeunes qui vont mener l'enquête. Et je me dis qu'en tant qu'enfant, c'est le genre de truc qui est inspirant, parce que tu vois des jeunes vivre des trucs type le Club des 5, type Indiana Jones. Ça avait l'air On a enthousiasmant. Blue Dade qui travaille dans un crématorium et qui nous dit ça fait du bien de vous écouter avant de partir derrière les fourneaux. Ben, je lis par rapport à son pseudo, en fait, j'imagine son métier. Là, ça me paraît évident. Ah, quelque chose qui m'a... Tiens, remonte un tout petit peu. Oui. Qui m'a, tapé aussi dans l'œil. C'était Toxique, mais on en a parlé. Voilà. Toxique, l'histoire, c'est deux jeunes filles qui
rêvent de mannequinat pour se sortir de leur pays et de la précarité de leur pays, mais qui vont devoir faire énormément de compromissions pour pouvoir y arriver. Et la question se pose de jusqu'où tu te compromets, en fait. Enfin, c'est la lecture que j'ai en voyant et le résumé et la bande-annonce. Il y a toujours plein de sorties chaque semaine. Et la question qu'on se pose, c'est peut-être de trier davantage et de vous montrer davantage les jeux également. Donc là, par exemple, cette semaine-ci, on reviendra sur tout ça, beaucoup mieux avec Pénélope demain, ça sera plus agréable. On a, alors j'ai remis Lolly Dogs et Lynx parce que je ne les vois toujours pas disponibles sur les sites, mais je pense que soit ça arrive là, soit c'est déjà arrivé, puisqu'on les a déjà annoncés les semaines précédentes, il me semble. C'est les nouveaux jeux qui sont sortis chez Blue Orange. Et puis on a quelques-uns qui sont un peu plus... C'est pas une très grosse semaine en termes de sortie, mais il y a quand même quelques jeux qui sortent. Donc Tales of Kunugi, Rebumix, Garden Rush, Crystalla, Kabuto Sumo, Micro Macro Kids, Le Parc Zinzin, Tranquillité l'Ascension, Haruichiban, Easter Summer Party et Halo Flashpoint. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux que j'ai réussi à repérer en allant sur les différents sites. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à me dire. Crystalla, un jeu trouvé à l'alchimie, nous dit Steve. Donc ces différents jeux de société arrivent là, et quand on les présente tels quels, quand on y a joué, qu'on dit quelques mots, c'est intéressant toujours, mais quand on les présente tels quels, on manque de visualisation du jeu. Il y a des jeux qu'on n'a pas, et il y a des jeux dont on dispose de la boîte. Donc je me dis, sur ces jeux-là en particulier, j'ai la possibilité de vous les montrer, de montrer un peu de quoi ils retournent. Donc lundi matin, j'ai pris quelques minutes, enfin peut-être 1h30, pas beaucoup plus en réalité, pour tourner des petites séquences sur ces jeux. Séquences très simples, le matériel, l'ouverture de la boîte, un peu ces fameuses... il y a une grande époque dans laquelle on présentait les jeux en les open the box. Ils le font toujours chez Philibert par exemple. Et le simple fait d'ouvrir la boîte et de montrer le matériel, c'est une information qui est intéressante à la fois pour les gens et puis aussi pour les boutiques, puisque ça permet de se projeter un petit peu plus à l'intérieur. Et ça nous manque un petit peu. Alors sur nos fiches, on le fait, quand vous cliquez sur les jeux, vous avez la possibilité de regarder à l'intérieur. Là, on est directement sur la page de l'outil. En fait, je ne suis pas sur le site internet, mais ce n'est pas grave. Vous voyez le contenu des jeux. Vous avez la possibilité de voir très rapidement. Là, c'est le dos de boîte sur mes Micro Macro Kits. Mais je trouve que ça manque de mise en perspective. Et je ne vais pas avoir la possibilité de faire systématiquement une vidéo complète en expliquant on joue, et surtout vous n'avez pas la possibilité de les regarder toutes, des fois vous avez envie d'avoir des informations condensées. Donc j'ai fait ces prises de vue, elles ne sont pas très longues, et là depuis 2 jours je travaille sur comment je peux faire pour les mettre en scène dans un clip court, le plus court possible, d'1 minute, idéalement qui puisse être diffusé à la fois sur YouTube dans nos émissions, pas forcément en dehors, et aussi sur les réseaux sociaux pour donner un aperçu rapide. Donc là j'en ai fait un. Il faudra encore que j'ajuste, que j'améliore et tout ça. J'en ai fait un, je vais voir si j'en prépare d'autres pour l'émission de demain avec Pénélope. Ça sera l'occasion de faire un peu d'expérimentation aussi dans l'émission. Mais j'en ai tourné en 1h30, j'en ai tourné très facilement sur 5 des jeux qui sont présentés ce matin. C'était pas trop compliqué de pouvoir... à tourner, c'est pas trop compliqué. Après, à monter, ça demande un petit peu de temps nécessairement. Donc, il faut voir le temps qu'on peut s'accorder à tout ça. Il faut que je le gagne ailleurs en réalité. Il faut que je passe moins de temps, il faut que je délègue davantage de montage pour pouvoir passer un petit peu plus de temps sur ces formats courts qui sont plus difficiles à partager. La semaine prochaine, on a notre fils, Joseph, qui travaille sur un peu tous ces métiers-là, les métiers de la vidéo, de l'image, et qui a terminé son année cette semaine. Donc, je le mettrai sans doute sur ce genre de boulot pour voir si... Déjà, c'est extrêmement formateur, les formats courts. C'est les formats dans lesquels on apprend le plus de choses. Les formats longs, c'est assez facile à faire. En réalité, en termes de montage, les formats courts, c'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de métiers à l'intérieur. Et lui, il apprend au-delà des logiciels que j'utilise parce qu'il sait déjà se servir un peu d'After Effects. Moi, je ne sais pas m'en servir. Je ne m'en suis jamais servi plus exactement. Donc, je le mettrai un peu là-dessus. On verra si ça m'aide à pouvoir vous proposer des formats courts plus particulièrement parce qu'il va être là pendant 2 mois. Donc, clairement, il faut lui donner des choses à faire. Et donc, je vous montre ce que j'ai bricolé. Je vais me mettre en plein écran. Ça dure 1 minute, mais on se retrouve juste après. Ça sera plus simple. Parce que si je le commente en même temps, ça va casser le rythme. Alors, petite précision. Là, j'ai fait un format qui est volontairement... Alors, ça dure qu'1 minute, mais c'est volontairement un petit peu trop long parce que c'est pour me servir
à commenter en réalité, à commenter le matériel quand on fait l'émission en direct. Là du coup je vais vous le diffuser avec, c'est un truc un peu hybride, je vous préviens à l'avance, je vais vous le diffuser avec la musique que j'ai créée dessus, que j'ai mis dessus, c'est pas moi qui l'ai faite, et l'idée c'est que le format Instagram peut-être sera plus court, un tout petit peu plus court, parce qu'on n'a pas besoin de s'arrêter sur le matériel, on n'a pas besoin de placer des phrases par-dessus. J'ai plein de questions que je me pose, j'en parle juste après, je vous le montre. Voilà, pour ce format très court, il y a encore plein de choses. En le regardant, forcément, je me dis, il faut que je bouge des trucs, il y a des choses que je veux améliorer. Ça permet, donc, comme je vous l'ai dit, là, il est un poil long par rapport à ce qui pourrait être sur un Instagram, par exemple. Et je lis vos commentaires, en fait, vous avez les mêmes réactions que moi. Là, j'ai fait que 3 prises de vue. Une prise de vue du haut où j'ouvre le matériel, je le déballe, donc 2 minutes d'enregistrement, et puis 2 prises de vue où je pose le matos sur la table et on le filme de côté pour vous montrer à quoi ressemble le matériel. Ça va assez vite. L'idée, c'est de faire un montage type. En fait, en réalité, j'aimerais bien faire plusieurs montages types et puis en fonction des jeux, pouvoir juste mettre les images au bon endroit et avoir pas trop de temps sur le montage. Il faudrait que ça soit monté en une demi-heure, ce genre de choses, dans les 2 formats Instagram et le format YouTube. Et vous avez les mêmes réactions que moi, et c'est pour ça que je pense que c'est nécessaire. Après, il y a plein de directions possibles. Là, j'ai choisi de ne pas mettre de baratin dessus, en réalité, de ne pas parler, de ne pas prendre le micro, parce que déjà, d'une part, ça va rajouter du boulot supplémentaire, et c'est peut-être le boulot le plus long, celui de créer des phrases qui soient efficaces pour accompagner ces images. L'idée, c'est plutôt de le faire en direct, dans le cadre des formats de présentation de jeu. Et difficile à porter sur Insta avec le format portrait. En fait, Damien, il faut que je fasse le même. Là, tout de suite, j'ai juste changé l'orientation. Donc, j'ai copié-collé avec un format vertical et j'ai pas forcément beaucoup d'ajustements à faire. Il y a des textes, vous avez vu, qui sont au centre de l'image, ils resteront au centre de l'image, ils seront juste un petit peu plus petits. Et puis les images qui m'ont servi, il suffit de les redimensionner. Donc ça ne sera pas si compliqué en réalité. Une fois qu'il est fait dans le format, c'est l'idée de ce truc, c'est une fois qu'il est fait dans le format horizontal, il y a juste à redimensionner certaines images, mais c'est tout. Bande dessinée. Alors, ça faisait 3 semaines qu'on n'avait pas abordé ce thème-là. De ce fait, alors j'ai regardé un petit peu tout. Il y a un nombre de bandes dessinées, je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est rafraîchissant en fait de voir tout ce qui sort en BD. Intéressant, parce que j'ai pas tout mis du tout, contrairement aux jeux de société où on met tout ce qui sort en permanence. Là, j'ai vraiment fait une énorme sélection et on peut pas tout suivre, c'est impossible. Et même en termes d'achat, on ne peut pas tout acheter. Vous ne pouvez pas tout acheter en jeu, on ne peut pas tout acheter dans tous les domaines qui nous intéressent, même dans les séries, on ne peut pas tout acheter. On s'est rendu compte d'ailleurs avec Aline qu'il y a une série qui sort aujourd'hui dont on n'a pas parlé dans l'émission de lundi. Je remets un tout petit peu au-dessus parce que ça sera dans l'article. Et qui n'est même pas indiqué, regardez, sur la page de Netflix, ils ont indiqué les séries qui sortaient, qui leur semblaient importantes sur cette semaine-là. Et là, à la date du 16, déjà, il n'y avait pas de date du 16. Ou alors je ne suis pas doué, mais bon. Ils n'avaient pas annoncé de série le 16. Et nous, en voyant des bandes annonces tourner, je me suis rendu compte que le 16 avril, il y a projet, pas UFA, mais UFO, il faudra que je vérifie ça,
une série qui sort dans un univers années 70, un peu sur les extraterrestres. Ça a l'air très rigolo, en tout cas dans le traitement, et j'ai envie de regarder ça. Donc ça sort juste aujourd'hui. Donc vous voyez que même là-dessus, les éditeurs, j'allais dire, mais en tout cas les plateformes, ne sont pas capables de nous informer elles-mêmes, pour nous qui faisons des contenus qui annonçons les choses, on n'arrive pas à tout savoir. En bande dessinée, c'est pareil. Je ne sais pas comment on fait pour pouvoir s'intéresser à tout ce qui nous intéresse. Alors, ces 3 dernières semaines jusqu'au 18 avril, tous les bandes dessinées dont on n'a pas parlé depuis la dernière émission, il y en a plein qui sont intéressantes. Déjà, premier truc, en bande dessinée, on voit toujours beaucoup de bandes dessinées témoignages. Je ne sais pas trop comment les traiter parce que je vous l'ai déjà dit dans de précédentes émissions, j'ai moins envie de me concentrer sur des thèmes durs qui sont juste des témoignages, et en même temps, il y a peut-être des BD indispensables, des ouvrages, des livres qui sont passionnants sur ces questions-là. Et là, sur ce que j'ai regardé les 3 dernières semaines, j'ai vu 3 ou 4 bandes dessinées qui sont des témoignages d'enfance difficile, d'inceste, d'histoires de ce type-là. J'en ai vu 3 ou 4 sur cette seule période. Donc je vous en ai mis une là, on ne parle pas de ces choses-là, par exemple. Moi je ne vais pas y aller, mais elle est sortie. Enfin je ne vais pas y aller parce qu'il y a des choix, vous allez voir, il y a beaucoup trop de choses qui sortent. Et il y en a peut-être qui sont super bien. Là c'est Casterman, c'est une bande dessinée de Marine Courtade. Voilà. On ne parle pas de chez ceux-là, j'en ai vu 3 autres, je crois, et je ne les ai pas listées dans ma liste là, mais ça veut dire qu'elles existent et qu'elles sont peut-être très intéressantes. Comme à chaque fois, vous allez pouvoir, une fois que j'aurai mis l'article en ligne, dérouler les titres, regarder ce dont il s'agit, cliquer éventuellement sur le lien pour voir les images et peut-être avoir des intentions d'achat. Ensuite, il y a Rebetissa, qui est la suite de Rebetiko, qui sort cette semaine, donc je vous ai remis l'image de Rebetiko, qui est une bande dessinée qui a compté, qui est sortie il y a quelques années maintenant. Et donc Rebetissa, c'est le 2e volume de cette bande dessinée de David Prudhomme qui sort cette semaine également. Donc ça c'est un titre qui est très attendu par les collectionneurs de bandes dessinées et les amateurs, puisque le premier ouvrage, il a fait beaucoup parler de lui. Je vais passer assez rapidement sur chacune des choses. Moi j'ai pas lu Rebetiko, je vous avoue, et là en voyant la suite sortir, je me dis peut-être faut que je m'y mette, c'est chez Futuropolis. Peut-être faut que je regarde, et je vois sur le chat que Steve, ça te tente bien. T'as pas lu non plus Rebetiko du coup? Mais mon libraire en a parlé aussi, donc peut-être qu'il faut que je jette un petit coup d'œil à cette BD-là. Après, 3 autres BD. Je vais passer rapidement sur plein de choses. Je vous préviens, mais de temps en temps, je vous dirai quand j'ai un gros coup de cœur. Les vacances de Pépé et Mémé, c'est Bouzard, chez Fluide Glacial. Bouzard, c'est un auteur que j'aime tout particulièrement, qui met beaucoup d'humour dans ses bandes dessinées. Et un humour qui fait mouche à chaque fois. Vraiment, on se marre en lisant ses bandes dessinées. Là, on part dans un univers un peu champêtre, avec des agriculteurs et ses souvenirs d'enfance, j'imagine, qui mêlent à des blagounettes qu'il va intégrer à la bande dessinée. On va aller voir, hop, vous allez voir le type de page. J'arrive pas à lire ça, j'ai mis tout accepté, il ne faut pas mettre tout accepté, je crois. Le type de page. Est-ce qu'on peut voir des extraits? Alors là, il faut appuyer sur lire sur Isneo. Il faudrait que je vous en parle d'Isneo à l'occasion. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, on a une page blanche, mais elle est super. J'ai l'impression que ça ne marche pas. Donc je ne vais pas vous montrer les pages de les vacances chez Pépé et Mémé. Sachez simplement que... Ah, j'ai l'impression que ça a marché. Ah voilà, super. Alors comment ça marche, Isneo, comme ça? Hop, avec juste la molette. C'est un style très dynamique, très simple, très nerveux, et j'ai toujours envie de lire du Bouzard. Parce qu'on sait qu'on va passer à un... C'est la bande dessinée distrayante. Vous allez vraiment vous marrer. Alors les Fluides Glacial, en général, ces formats-là sont assez courts, mais il a un regard décalé avec un ton qui, en général... Par exemple, allez lire ses autobiographies of Me Too 2 et of Me Too Free qu'il a faites et qui sont vraiment très rigolos. Et c'est vraiment Free, F-R-E-E, le 3e volume. Donc ça, plutôt une envie d'achat sur celle-ci. Ensuite, on a Ce qui reste de nous, c'est chez Futuropolis, je m'en souviens plus. J'ai vu tellement de bandes dessinées que je me rappelle plus de tous les thèmes.
On peut lire le pitch. À partir d'un petit village du Dauphiné dont il est originaire, Jacques Terpan raconte l'histoire de la civilisation rurale en France de l'an 1000, où ce monde s'installe à sa mort au XXe siècle, à travers 6 histoires qui se suivent dans le temps, se basant sur son histoire familiale. Il fait revivre les grandes étapes de notre histoire, de ce monde en soi, ses élites, ses bourgeois, ses prolétaires et ses paysans. Oh là là, qu'est-ce qu'on a envie de lire ça. Là, c'est pas sur le pitch que j'ai envie de lire, mais souvent, moi, c'est en regardant les images que... là, on va les voir en tout petit, mais c'est en regardant les images qu'on se rend compte de la richesse graphique et cette envie de se plonger dans un récit sur lequel l'auteur a passé beaucoup de temps. Il y a aussi... Moi, dès que je commence à feuilleter, j'ai envie de m'asseoir et de lire un peu. Les premières pages. D'où l'importance aussi pour les éditeurs de les montrer, ces fameuses premières pages, parce que vous ne pouvez pas en lire beaucoup, mais derrière, là, quand ça bloque, vous avez peut-être envie d'aller plus loin et de continuer le récit. C'est souvent des livres assez ambitieux, des auteurs assez affirmés quand il s'agit de bouquins chez Futuropolis. Donc, naturellement, hop, c'est pas la bonne page, naturellement, petite curiosité sur ça, mais il y a tellement de trucs que là, ça n'a pas déclenché dans l'immédiat une envie d'achat. Electric Miles, Fabien Nury et Bruno chez Glénat. Cette bande dessinée-là, déjà, j'aime beaucoup le style graphique de Bruno, qui est un auteur qui travaille avec des grands aplats de noir. Fabien Nury, il a fait plein de bandes dessinées remarquables, c'est un très bon scénariste. Je crois que son nom apparaît 2 fois dans cette liste de BD de la semaine. Allez, on a fait la première rubrique, hein, là, pour l'instant, on n'a quasiment rien vu et on a déjà plein de choses où on se dit c'est intéressant. Je vous montre un extrait, là c'est en petit également, mais vous voyez un extrait, si je fais plus, est-ce qu'on voit au plus gros? Ouais, enfin bon, on voit plus gros, mais on voit plus toute la page. Vous voyez un extrait du style graphique de Bruno que moi j'apprécie vraiment, par cette fameuse ligne claire, ces grands aplats noirs qui m'évoquent les illustrateurs américains également. J'aime bien, moi j'aime vraiment ce trait, ça crée une ambiance particulière, c'est pas le même dessinateur que d'habitude. Et on voit l'univers un peu sombre à la fois de Bruno et de Fabien Nury. Moi celle-ci, j'ai envie de la lire, elle me tente bien. Donc une de plus à rajouter à la liste des envies. J'ai flashé un peu sur Cometa, je ne sais pas ce que c'est, mais moi je suis très sensible à la poésie qui peut se détacher à la fois d'un style graphique. Moebius était un auteur qui arrivait à créer des atmosphères très particulières sur ses bandes dessinées, et je retrouve un petit peu ça. Suivez la promenade poétique et contemplative d'un spationaute sur une planète étrange. Moi, rien que cette phrase, ça me crée des envies, parce que peut-être que je suis sensible au dessin, hein, c'est possible également, mais j'ai envie des fois, quand je fais cette fameuse pause lecture, que je m'installe confortablement dans le fauteuil Ludovic Maublanc au chalet, j'ai envie de me plonger, est-ce qu'on peut lire l'extrait? C'est là qu'on peut lire l'extrait. J'ai envie de me plonger dans un univers qui n'est pas celui d'habitude. J'ai envie de sortir de mon quotidien et de lire autre chose, de partir en voyage. Il y a cet aspect-là. C'est des choses dont je rêve aussi avec le nom m'échappe, mais des appareils qu'on met sur la tête pour pouvoir se... Vous allez rigoler, c'est fou d'oublier ces termes-là. Des appareils virtuels, des fois tu as envie d'aller te promener ailleurs. Moi j'ai envie de me promener sur des montagnes, de regarder à d'autres décors de temps en temps. Les casques de VR. Pas des casques en papier d'alu, non. Donc regardez, rien que ces pages-là, évidemment, là vous voyez pourquoi j'évoque du Moebius. Rien que ce genre d'illustration-là, moi je suis déjà ailleurs. Là je m'arrête sur cette image, j'ai envie de la regarder dans tous ses détails. Le temps que l'auteur a pris pour faire cette image qu'on va regarder en quelques secondes malgré tout, mais qui va nous immerger ailleurs dans une autre atmosphère. Là, ça, je pense que je vais la prendre. J'ai vu 3 pages, j'ai pas forcément envie d'en lire davantage. Le silence qui sort de ces cases-là, qui est un silence qui nous évoque l'espace évidemment. Et puis d'arriver sur cette planète, là je suis dans le jeu de société, on pourrait faire des rapprochements entre les jeux de société et les bandes dessinées que l'on lit. Là je suis sur Unsettled, le jeu qui est paru chez Lucky Duck Game en version française, où on va arriver sur notre planète, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et ça pourrait être une série avec plein d'aventures différentes. Moi ça je le prends. Je ne sais pas si ça vous parle autant que moi, mais... Effectivement, on est déjà on est au bout des quelques pages auxquelles nous avions droit, et j'ai envie d'avoir l'album, je veux lire la suite, et rien que le terme poétique, je le ressens, mais à 1000%, je suis très sensible à ce genre d'approche. Donjon Parade, nouveau Donjon Parade qui sort de Trondheim et Sfar, donc ça je vais le prendre à l'aveugle parce que j'ai toute la collection. La Rose et l'Olivier, c'est Melaka, et Gudule, c'est sa maman. Elle nous raconte l'adolescence de Gudule,
de sa maman qui a disparu il n'y a pas très très longtemps. Donc c'est un ouvrage hyper important pour Melaka. Ça fait des années qu'elle travaille dessus. Et là, dans son style un petit peu naïf, mais efficace pour nous raconter son vécu et son histoire, là aussi, forcément, moi, c'est quelqu'un que je connais, Melaka, donc j'ai envie de lire les ouvrages qu'elle a fait. Et ce côté, c'est pas de l'autobiographie, c'est de la biographie. Mais c'est de la biographie personnelle, puisque c'est l'histoire de sa maman, qui est une autrice et une créatrice incroyable, sa maman Gudule. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est quelqu'un d'important également. Donc cette bande dessinée-là aussi m'intéresse. Ça fait beaucoup là, non hein. Et on finira pas, hein, la rubrique BD, je pense, pardon. Je reviens en arrière, mais je réouvre les précédentes pages. Je pense qu'on finira pas. Regardez, je referme. Hop, les petites sections que j'ai ouvertes ici pour vous montrer les différentes choses. On a parlé de Rebetiko, on a dit que ça valait le coup. On a parlé des vacances chez Pépé Mémé, j'ai envie de le lire. Bruno et Fabien Nury sur Electric Miles, j'y vais aussi. Ce qui reste de nous, c'est peut-être très bien, mais j'ai pas vu suffisamment. Et puis surtout, il y a la confrontation avec tout ce qui sort à côté aussi qui m'empêche de prendre cet album-là. Cometa, je le prends. Donjon Parade, je le prends. La Rose et l'Olivier, je vais le prendre. On n'est que là. Et regardez, j'ai sélectionné plein d'autres trucs. Comment on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va choisir? Il y en a beaucoup trop. Et là, vraiment, c'est difficile de se... Enfin oui, ça vit incroyablement bien, la bande dessinée. Il y a tellement de choses à l'intérieur qui sont passionnantes. Je vais passer un petit peu plus vite sur les trois suivantes. Gary, parce que j'ai pas vu grand-chose dessus, donc j'ai pas vu d'aperçu, il me semble. Alors, je vais regarder, parce que j'ai passé du temps pour faire toutes ces petites sections et rechercher tous les contenus. Il me semble pas que j'ai vu d'aperçu visuel. Et moi, j'ai besoin aussi de me créer des aperçus. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Sur la page de Cornelius, il n'y a pas grand-chose pour découvrir ce dont il s'agit. Donc là, c'est un ouvrage à aller voir en librairie pour voir si ça nous marque ou pas. Travailler demain, c'est une bande dessinée qui est publiée par Glénat dans laquelle je crois qu'il y a 13 personnalités donc, qui vont nous raconter leur futur du travail, leur vision du futur, et c'est des personnalités importantes. C'est signé par Muriel Pénicaud, qui est une femme politique et une chef d'entreprise importante, Mathieu Charrier, Nicobi aux illustrations, c'est publié par Glénat. C'est un ouvrage qui, sans doute, a un volet politique, c'est attendu à l'intérieur, et une vision qui doit être marquée sur ce plan-là. Non, merci Glénat, hop. Mais après, le récit, le sujet est intéressant. Si les visions sont suffisamment différentes politiquement, j'espère que c'est le cas. Là, c'est Christine Lagarde qui fait le premier. Donc, on voit sur quel bord politique on est, en description de l'avenir. J'espère qu'il y a de la variété en termes de contenu. J'imagine que c'est didactique. C'est pas celle vers laquelle je vais aller, mais surtout parce qu'il y a beaucoup trop de sorties intéressantes. C'est peut-être intéressant, c'est peut-être très chouette. À l'intérieur, Mathieu Sapin, qui est un de nos reporters de politique également. Mathieu Sapin qui a suivi des hommes politiques pendant des campagnes, qui là a pendant 1 an et demi observé ce qui se passe à l'intérieur du ministère de l'Intérieur. Un reportage exceptionnel, nous dit-on, au cœur de l'actualité, parfois brûlante, les manifestations, la réforme des retraites. C'est passionnant la bande dessinée quand elle s'intéresse à ce type de domaine-là, puisque ça permet d'avoir une vision qui n'est pas celle de la vidéo, des caméras que l'on place pour suivre ce qu'on nous raconte, en tout cas dans les journaux télévisés, avec un regard qui est forcément différent. Vous savez, quand on pose une caméra, les personnes ne s'expriment plus de la même façon. Aussitôt, il y a la prise en compte du fait d'être filmé, et on ne va pas avoir le même discours, on ne va pas avoir les mêmes attitudes, tout va être plus policé d'une certaine manière, et c'est difficile il y en a qui arrivent à le faire, et ils sont extraordinaires, mais c'est difficile de saisir comment les choses se passent exactement. Quand c'est un auteur de bande dessinée, il va avoir à la fois le pouvoir de l'image, celle de représenter ce qui se passe à travers ses yeux, en tout cas son regard, et en même temps cette voix off que l'on voit ici dans les textes, la voix off qui nous raconte un peu ce qu'il a ressenti lui directement des événements, de ce que les gens font. On avait eu une représentation un petit peu romancée à travers Quai d'Orsay qui était extraordinaire sur justement, c'était aussi c'était le Quai d'Orsay justement, oui, donc c'était pas l'intérieur mais l'extérieur. Et c'était formidable, ça a donné lieu à un film aussi, et c'était intéressant en soi, le regard que peut donner une bande dessinée sur quelque chose. Et là, ce format reportage, moi je suis hyper convaincu par ça. Ça permet de nous raconter des choses différemment et d'obtenir à travers la déformation de l'auteur une certaine vérité.
Pardon, je lis pas tous vos commentaires, mais vous commentez et il va falloir que je regarde ça après. Semaine dernière, nous dit Miss Zen, j'ai acheté et lu Fantasy Electric Miles, le premier tome prometteur. Parker Laproie, on en avait parlé la fois d'avant. Le chant de la femme parfaite. Ce qu'il reste de nous, BD très documenté sur le temps qui passe. C'est celle-là dont on a parlé là juste avant, j'ai déjà oublié les titres. Hop, je vérifie. Oui, c'est ça, ce qu'il reste de nous. Ouais, bah oui, bah tu vois, je me suis pas attardé dessus, et en vrai, si tu nous dis que c'est bien, BD très documenté sur le temps qui passe, mais voilà, je me suis pas attardé plus dessus parce qu'il y a trop de choses qui sortent. Toujours ce comment on fait, si ce n'est... j'ai eu un coup de cœur pour Fantasy de Johan Cavet, je nous dis Gébrorn. Suite à votre présentation des sorties, nous dit Patrice, j'ai acheté Destin coréen de Jung sur la condition des mères célibataires en Corée, humainement prenant et très beau graphiquement. Bah, tu vois, celle-ci, on l'a pas prise non plus. C'est là qu'il faut se créer une ludothèque commune, et c'est pour ça aussi que nous, les bandes dessinées qu'on achète, on les met au chalet derrière pour ceux qui se baladent et qui viennent et qui ont envie de faire des pauses. C'est toujours utile aussi de pouvoir se... C'est utile. Rien n'est utile, et c'est parce que c'est inutile que c'est indispensable, comme le dirait Saint-Exupéry. On peut rire de tout sauf de sa mère. Là, ce sont des gags en une planche, des gags sur les mères juives. J'en ai lu quelques-unes, j'ai eu l'impression de connaître déjà les gags à l'avance, de ne pas du tout être surpris. J'ai l'impression que c'est des fameuses blagues juives qui existent depuis un moment, et ça m'a pas du tout convaincu sur cet aspect-là. C'est Constance Lagrange, l'autrice de ce livre-là, qui met en image en tout cas de ce que j'en ai vu, des gags que je connaissais déjà. Donc celle-ci, je ne vais pas y aller, mais on est dans la bande dessinée distrayante. Nadia Comaneci, c'est Marjolaine Solaro et Clem, donc je crois que ce sont des auteurs français qui, dans un style un peu manga, sortent une bande dessinée pour raconter les Jeux Olympiques de Montréal en 1976, bien sûr, et Nadia Comaneci plus précisément, puisque vous connaissez sans doute cette gymnaste qui est la seule un peu connue avec Simone Biles actuellement, et la seule à avoir obtenu le 10 sur 10 lors des Jeux Olympiques de Montréal en 1976. C'est devenu une légende, même pour ceux qui ne connaissent pas du tout le sport. Donc c'est intéressant en soi, hein, on a envie de se plonger. Ça, en bande dessinée, on a de plus en plus de bandes dessinées biographiques qui nous racontent l'histoire de personnalités, et c'est vrai que c'est intéressant en soi. On n'a pas toujours le temps de se plonger dans des reportages. Quand on tombe par hasard en zappant à la télévision sur un documentaire sur une personnalité, ça peut nous intéresser, on peut rester fasciné. Ça existe aussi en BD, mais on ne va pas tomber par hasard dessus en zappant. Donc celle-ci, je vais pas la prendre non plus, parce que je fais des choix. Vous avez vu comme je suis sage. Il lui manquait un R, oui, c'est Erwan Blin. Le masque et le renard. On va vérifier ça tout de suite. Je ne m'en souviens plus. Malgré tout le temps que j'ai passé, je n'ai pas appris par cœur toutes les bandes dessinées. On va regarder quelques pages et puis on va passer rapidement. J'avais dit que j'essayais d'aller vite. Ah, les pages m'évoquent quelque chose. C'est joli, ça a l'air, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné aussi. Et alors, quel est le texte ? Adolescent rural, Romain mène une vie de lycéen ordinaire, partagée entre les cours et les sorties entre potes, en compagnie de ses inséparables Paul et Gabriel. Mais depuis peu, son quotidien est troublé par l'apparition furtive d'un mystérieux renard roux qui, chaque fois qu'il l'aperçoit, s'enfuit aussitôt. Ça vous génère ça aussi, vous, quand il y a un truc mystérieux, vous avez aussitôt envie de lire la suite ? Un jour, Paul présente un nouveau copain qui intègre leur groupe. Il s'appelle Com. Il est franco-japonais. Rapidement, une belle complicité s'installe entre Com et Romain, tandis que, toujours silencieux, le renard continue d'envoyer des signaux, comme s'il savait un secret que Romain n'avait pas encore percé. Oh mon Dieu ! Bon, je ne vais pas le prendre, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Il n'aurait pas fallu sortir cette semaine. Ici, 3 autres bandes dessinées. Possession, Paul, la résurrection de James, et le prolongement de James Paul McCartney. J'ai oublié de marquer le prolongement dans la liste, mais je l'ai mis aussi en dessous. Donc Possession, Alexis Battistini-Glénat. Antonio Ventimiglia est perdu dans une existence parisienne vide de sens, mais comme nous tous. Un soir, il plaque tout, sans première personne, direction l'Italie. Un accident de la route le fait échouer dans un hôpital turinois où il croise le chemin d'un romancier fantasque qui lui propose de l'assister pour son prochain livre, l'ouvrage de référence sur la ville.
Réputée pour sa dimension ésotérique, Turin est une des 3 capitales de la magie blanche et une des 3 capitales de la magie noire. Donc là, on sent que ça va être une bande dessinée qui est concentrée sur une ville, sur l'Italie, sur Turin, avec une immersion aussi. Et forcément, on est curieux aussi, parce que cette invitation au voyage, elle me fait envie aussi. Je ne sais pas si Aline est sur le chat, si elle écoute cette émission, mais le problème, c'est quand on fait l'émission à 2, on cumule nos envies à l'un et à l'autre, et on a envie de tout acheter. Donc pourquoi pas, là aussi, les thèmes nous créent des envies. On va dire que j'en sais pas suffisamment pour l'acheter, pour se calmer un petit peu. Paul McCartney, je vous ai déjà dit que j'étais assez calé sur les Beatles de manière générale, Paul McCartney en particulier. Et là, il y a une bande dessinée qui est signée en plus, en prime, mais c'est pas un détail, par Hervé Bourris. C'est pas sa première bande dessinée sur le rock, c'est un grand spécialiste du sujet. Et j'ai lu parmi les retours sur cette bande dessinée-là des lecteurs dire je suis très très calé sur le sujet et j'ai appris plein de trucs. Donc ça a l'air d'être assez riche. C'est sur la vie de Paul McCartney, mais à partir de 1969, dans une période où il vient de quitter les Beatles, il a un petit contre-coup et il ne sait pas trop ce qu'il va faire derrière. Nous, on connaît la suite, on sait qu'il va y avoir les Wings, on sait qu'il va y avoir d'autres albums qui vont sortir, et la bande dessinée, ça marche bien aussi sur les thèmes, on l'a dit, de l'autobiographie, mais sur la musique aussi. Hervé Bourris, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement. Aïe, j'ai envie de prendre cette BD également. En vrai, c'est pas qu'une semaine de sortie, c'est 3 semaines, donc naturellement, il y a beaucoup de choses, on a le droit d'en prendre un petit peu plus, vous êtes d'accord avec moi? J'ai l'impression que j'ai envie de tout acheter. Le prolongement, Gwendal, Lebec, Casterman. Je vous lis le pitch parce que c'est le pitch qui fait envie. Camille et Gloria, un couple de retraités, semblent avoir tout pour être heureux. Mais leur relation vacille face à une révolution techno-médicale, le prolongement. Une intervention coûteuse qui redonne aux organes la vitalité de la jeunesse. Alors qu'est-ce qui se passe? Gloria a pris sa décision, elle se fera prolonger. Camille, lui, préfère vieillir normalement. Là, vous avez un début de bande dessinée, en l'occurrence, de film français. On a envie de savoir comment les fils de l'histoire vont se dérouler, le pitch en lui-même, mais il est dans l'époque, on sent les questionnements que ça va poser, on est curieux de savoir comment l'auteur va traiter ce sujet. C'est Gwendal Lebec, c'est publié par Casterman. Je suis curieux. Le style, graphiquement, moi, ça me plaît, ça m'intéresse. Vous avez vu des styles graphiques complètement différents les uns des autres. Des auteurs ultra talentueux. Il y en a tellement. C'est pas la première de ma liste, mais la proposition d'histoire, l'univers me fait envie. Je suis curieux, je serais curieux de la lire. En fait, c'est les bandes dessinées que je vais pas forcément acheter, mais que j'aurais envie de découvrir par moi-même. Les papillons ne meurent pas de vieillesse. On continue. Alors Blizzard, c'est une bande dessinée, je vais passer très vite sur celle-ci, c'est une bande dessinée sur la maladie d'Alzheimer. Donc je vous ai dit, les BD témoignages sont peut-être extraordinaires, me tentent un petit peu moins là actuellement, donc hop, ouf, je vais pas la prendre. Ça en fait une de moins. Les papillons ne meurent pas de vieillesse, c'est Bézian qui est aux commandes de cette bande dessinée avec Mats. C'est chez Casterman. Bézian, c'est un auteur majeur de la bande dessinée. Il sort très peu d'ouvrages. Quand il en sort un, en général, il faut jeter un petit coup d'œil. C'est souvent intéressant. Bon, là, c'est peut-être celle de trop dans la liste. Donc, juste pour vous montrer un peu le style graphique, on va ouvrir la page et regarder. Hop. Le style très très fort du graphisme. Donc je vous fais pas le pitch, on passe assez rapidement, on va essayer d'accélérer parce que finalement l'émission est déjà trop longue. De Pierre et d'Os, Jean-Paul Krasinski chez Dupuis. C'est l'adaptation du roman éponyme de Bérengère Cournu. Voilà, on va passer rapidement. Allez, on accélère parce qu'il y a encore plein de trucs. Alors de L'Éther bleu, ça c'est dans un style très haut en couleur. C'est une bande dessinée qui part d'un peintre à travers l'art de Gabriel Munter, mais c'est pas l'auteur de la bande dessinée, c'est Mate Alvarado. Je connaissais pas ce peintre particulièrement, mais là aussi ça permet de s'immerger dans un univers qui est riche et qui est intéressant de base.
Tout va mal, ça a l'air super comme titre. C'est le journal d'un dessinateur de presse, Sergio Aquindo, qui publie beaucoup dans Le Monde notamment. Donc là, vous avez un recueil de dessins de presse. Je ne vais pas prendre non plus. Malgré le fait d'en avoir publié, je ne suis pas convaincu, moi, par les recueils de dessins de presse. Mais là, celui-ci, en tout cas ses illustrations, ce dessinateur-là produit des dessins qui vieillissent un peu mieux dans le temps. On est plus dans de l'illustration que du dessin un peu punch. Donc ça peut être beaucoup plus agréable de l'avoir en album. Je ne vais pas y aller quand même. Ensuite, Zia Zinzin, Carolina Nazika, là on est chez Dargaud, le style m'a moins donné envie par rapport à tout ce qui sort aussi, parce que dans d'autres temps peut-être je l'aurais pris. Après une rupture, Caroline retourne en Corse pour retrouver son île, sa famille, sa mamie, son village. Mais à son arrivée, le choc est rude, le village est désert. Donc là, si vous aimez la Corse, c'est un récit aussi qui vous emmène. Je vous montre les images quand même, 2-3 images très rapidement, pour voir si ça vous déclenche une envie graphique. Hop, ouais, c'est un style qui est très simple, qui me parle un tout petit peu moins. Donc tout ça, vous y avez accès en allant sur notre site internet, vous pouvez regarder et puis choisir les bandes dessinées vers lesquelles vous allez aller, parce que là, forcément, après cette émission, vous allez en acheter 3 ou 4, hein. Rassurez-moi, je ne suis pas tout seul dans le cas. Je me suis fixé un budget mensuel pour les BD et également un budget pour les jeux, assez confortable, mais il m'arrive régulièrement de déborder, trop difficile de choisir parfois. J'ai les comics en plus, nous dit Dominique. Ah là 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 là. Et puis nous, on a un budget plateforme pour regarder, parce que moi je paye les trucs en général, je pirate pas trop, pas du tout d'ailleurs, jamais. Et de ce fait, c'est des gros budgets hein, pour pouvoir tout suivre. J'espère que je vous saoule pas, parce que là j'égrène plein d'ouvrages différents très rapidement. Donc ça, je m'en souviens plus. Strange Fruit, on arrive sur la fin quand même. Hazard, c'est le nom de l'auteur, et Adan, chez Dupuis, New York. Un soir de 1939, dans le quartier de Greenwich Village, une foule bohème se presse au sous-sol du Café Society, le nouveau club de jazz. Le lieu est unique en son genre, on y joue de la bonne musique, et ici, tout le monde est le bienvenu. Les noirs, les blancs, on s'assoit où on veut. Une véritable bulle de liberté dans l'Amérique, toujours ségrégationniste de Roosevelt. Alors on est chez Air Libre, donc c'est une collection majeure de la bande dessinée avec des ouvrages qui sont toujours intéressants. On regarde quelques pages. Le style graphique est toujours une raison en soi de s'intéresser. Là c'est très beau, c'est très maîtrisé. Il y a une atmosphère, c'est des grandes pages des albums Air Libre nous donnent une envie de lecture. J'en sais pas plus. C'est le genre de bande dessinée que j'achèterais si j'ai un conseil de lecteur qui me dit non, celle-ci, il faut y aller, vraiment, passe pas à côté, Martin. Et dans ce cas-là, j'irai. Jeanne et Cierge, il y a plein de bandes dessinées, je ne sais pas pourquoi, il doit y avoir un événement autour de Jeanne d'Arc. J'en ai vu 3 ou 4 sur ces 3 dernières semaines sur ce thème-là. Là, le titre est rigolo, je vous l'ai mis pour le titre. Jeanne et Cierge, c'est très rigolo. On passe rapidement. Enfermé, Renan Coquin, Julien Ilion, c'est chez Dargaud. À la mort de son père, Mathurin Rétaux embarque clandestinement à 13 ans sur un navire en partance pour Terre-Neuve. Il connaît les brimades qui accompagnent la vie de Mousse, mais se fait également un ami, Ernest. Les 2 gamins vont faire les 400 coups jusqu'à sombrer dans la petite délinquance, ce qui va les mener à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Donc c'est une bande dessinée avec un volet historique. C'est peut-être très bien. Pareil, à peu près la même chose que celle que je vous ai présentée juste avant, où là, j'attendrai d'avoir un conseil avisé pour savoir si je me lance dans cette bande dessinée-là. C'est des grands volumes, là, c'est chez Dargaud, mais on n'est pas très loin de la démarche de Air Libre. Regardez ces illustrations, comme c'est chouette. Pardon à ceux qui écoutent mon podcast, mais c'est chouette. Bon. Une de plus. Je prends pas non plus. Je suis sage, hein, j'ai souvent dit que je prenais pas les BD. Ensuite, il nous reste... Oh, il en reste encore un petit peu. Donc je passe très très vite. Barnstormers, celle-ci, je ne l'ai pas étudiée plus que ça. Donc une bande dessinée 1918, première lueur du barnstorming, lorsque les pilotes rivalisaient les uns avec les autres en accomplissant des exploits, tous plus merveilleux, spectaculaires et meurtriers les uns que les autres. Voilà, grande bande dessinée chez Delcourt, celle-ci.
Ensuite, on a Tumpy, on est sur la jeunesse de Joséphine Baker. C'est Jean-Luc Cornette aux commandes de cette bande dessinée-là, Agnès Innocente à l'illustration. Née dans le Missouri en 1906, on connaît tous Joséphine Baker, celle que l'on surnommait Tumpy grandit dans la misère, élevée par une mère chanteuse dans une Amérique où la violence à l'encontre des Afro-Américains est omniprésente. Rien ne prédestinait Joséphine, Freda Joséphine MacDonald de son vrai nom, à conquérir le music-hall parisien dans les années 1920. L'histoire de Joséphine Baker est absolument passionnante. C'est sa jeunesse en tout cas, parce que là on est sur la jeunesse, mais pas que sa jeunesse, la fin de sa vie aussi est passionnante en elle-même. Si on ne la connaît pas, c'est intéressant en soi, sachez qu'il y a une bande dessinée, en plus signée Jean-Luc Cornette, beaucoup de raisons de l'acheter. La Terre Verte, Alain Hérolès et Hervé Tancrel, ce sont des auteurs que j'aime bien. C'est chez Delcourt, au dernier temps du Moyen-Âge, les ultimes descendants des Vikings tentent désespérément de survivre sur les rivages glacés du Groenland. Un homme au lourd passé, en quête d'une seconde chance, débarque parmi eux. Leur apportera-t-il le salut ou précipitera-t-il l'effondrement de la Terre Verte? Je connais pas bien le Groenland. Je connais bien les auteurs de cette bande dessinée-là. C'est ça le problème aussi, quand on a lu plein de choses, qu'on s'est attaché à plein d'ouvrages passionnants et qu'on revoit les noms des personnes qu'on a aimées dans d'autres ouvrages, c'est difficile de se dire je vais pas jeter un coup d'œil. Ça a l'air chouette, hein? Regardez-moi cette double page. Je ne sais pas grand-chose sur le Groenland et ça fait partie des sujets qui m'intéressent un peu en ce moment. Il y a 2 jours, j'ai lu tous les Wikipédia divers et variés sur l'Antarctique. Je me suis dit, mais je connais rien sur l'Antarctique, je ne sais pas la faune, la flore, ce qui s'y passe exactement. Alors, c'est pas le Groenland, mais sur les terres froides, je me suis rendu compte que j'avais un manque de connaissances et une vraie curiosité. Il y a de la flore sur l'Antarctique, il y en a un petit peu. Il n'y a pas grand-chose, mais il y en a un petit peu. Le roi des fauves. Donc on continue, il nous reste quoi? 2 lignes, allez, hop, on accélère. Donc Charlotte, je passe très vite, c'est le 4e tome de Charlotte Impératrice, excellente bande dessinée de Mathieu Bonhomme, qu'on suit forcément avec intérêt, on en avait déjà parlé je pense dans cette émission. Remington 1885, là on est sur un western, Joseph Maria Paul, Sagar Forni, c'est chez Dargaud, Arizona, mai 1885, donc c'est du western tardif. Frédéric Remington, alors jeune illustrateur inconnu, rejoint Fort Grant, non loin de la frontière mexicaine. Il rêve de montrer au monde cet ouest sauvage et de placer ses illustrations dans la très prestigieuse revue Harper's Weekly. Donc, ce genre de bande dessinée, elle invite au voyage, naturellement. On regarde quelques pages. Ah, c'est chouette, hein, c'est double page avec la police de caractère qui prend. C'est du graphisme plus que du dessin et en même temps ça marche tout de suite. Voilà, celle-ci, bon, je n'ai pas lu ces quelques pages-là. C'était sur la fin de la préparation. Je ne me suis pas attardé. On va la mettre dans la catégorie. J'attendrai d'en avoir un conseil pour éventuellement m'y attarder. Et ensuite, celle que j'ai pas citée, donc c'est Les Rois Fauves. Adarfel, Delcourt, 3 adolescents se voient injustement condamnés à devenir des berserkirs, monstres mi-humains, mi-animaux, une grande histoire d'amitié dans un univers de fantaisie très sombre. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu une bonne bande dessinée ou un récit qui me plaît dans un univers de fantaisie. Moi, je suis assez ouvert à tout, c'est un peu mon problème, c'est qu'il y a des ouvrages passionnants dans toutes les catégories, que ce soit du western, du gag, on a vu qu'il y avait du gag, il y avait des histoires très légères, comme c'est le cas du Bouzard cette semaine-ci, et même de la fantaisie. Alors là, le style graphique m'attire peut-être un petit peu moins que d'autres, mais pourquoi pas, hein, si c'est le grand récit qu'on attend avec impatience et qu'on avait envie de lire, ça peut être bien aussi. Hop. Donc pareil, là j'attendrai d'avoir des conseils éventuellement pour m'y attarder ou pas. Et dernière ligne de 3 bandes dessinées, il y en a beaucoup trop, mais je vous le mets encore, il en reste un peu. Lointain mémo, là on est sur des problèmes de mémoire, si je ne me trompe pas. Depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvient, Claire est amoureuse des mots, ils habitent son quotidien d'enseignante et de traductrice spécialisée en poésie, mais un AVC vient altérer sa mémoire et ses capacités intellectuelles, les mots qu'elle aime tant lui échappent.
Donc, grande bande dessinée chez Delcourt, grande par le format, hein, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas vous dire que c'est un ouvrage indispensable. Chez Dargaud, j'ai dit Delcourt, c'est chez Dargaud, on regarde quelques pages, peut-être c'est bien. On sent aussi l'épuisement, hein, même j'arrive sur la fin et là on se dit, oh il y en a encore. Bon, les illustrations sont très chouettes, c'est Sandrine Revel, j'en ai quelques-uns d'albums de Sandrine Revel notamment, elle a fait des livres pour enfants aussi qui étaient vraiment très chouettes et on retrouve son style avec couleur directe que moi j'aime bien, et rien que pour Sandrine Revel j'ai envie de lire cette bande dessinée là. Après le thème me tente un peu moins, je sais pas si c'est une BD du réel ou si c'est une bande dessinée qui nous raconte une histoire inventée. Bon, je la mets pas en haut de ma liste, mais en vrai j'ai envie de la lire. Ensuite, Joe Daly, Rust River City, c'est à l'association. Un éditeur qu'on suit toujours avec intérêt. Hop. Et là, il y a quelques petites pages de cette bande dessinée. On voit que c'est un pas de côté assez évident, ne serait-ce dans le style, avec un auteur que l'on connaît bien aussi. Celle-ci, beaucoup de monde en parle. Je ne sais pas si c'est bien, j'en sais rien. Dean, veuf et vétéran de la guerre du Vietnam, se fait licencier du jour au lendemain. Un pack de bière bon marché en guise de cadeau d'adieu, il rentre chez lui et annonce la terrible nouvelle à ses 2 fils. Nous sommes à Rust River City et le travail est une denrée rare, d'autant plus que désormais, une partie de la production de Mericore, l'usine de la ville, est délocalisée en Chine. Dean enchaîne les boulots ingrats tout en travaillant chez Planet Chicken, un fast-food où les employés sont contraints de porter un stupide bonnet de poulet. C'est alors qu'une opportunité peu banale de gagner de l'argent s'offre à lui. Voilà une chouette proposition. Non mais Joe Daly, c'est un auteur important. Là aussi, je vous l'ai dit plusieurs fois, il me semble, hein, sur cette matinale. Là aussi, il y a des sujets intéressants en soi. Et on va terminer avec Thierry Robin, un auteur important de la bande dessinée, que j'aime bien aussi. Quadrant, Jésus aux enfers, donc Quadrant c'est l'éditeur, Jésus c'est chez Soleil, c'est une collection de Soleil, c'est un peu leur collection Air Libre, on va dire, comme celle de Air Libre c'est chez Dupuis, comme les grands albums, je sais pas comment elle s'appelle la collection chez Dargaud, ces chouettes albums qu'on a chez Dargaud aussi, c'est l'équivalent chez Soleil, et Thierry Robin on est forcément intéressé parce que c'est un auteur, un dessinateur notamment, très talentueux également. Alors là, on est sur un univers biblique, jouant aux interstices de l'abondante littérature biblique. L'auteur met en scène un épisode méconnu et resté silencieux de la vie du Christ entre sa crucifixion et sa résurrection, 3 jours passés aux enfers. Voilà. Dans le style toujours très anguleux de Thierry Robin. Pour moi, on est dans une forme de mythologie, c'est comme ça que je le vois, donc c'est riche et intéressant en soi, mais ça passe derrière beaucoup de choses dont je vous ai parlé ce matin pour mon intérêt personnel. Ça sera en priorité pour d'autres, évidemment. Et là, par exemple, Aline, elle aime bien tout ce qui est un peu mythologique, justement, et donc elle pourrait me dire, celle-ci, on la prend. On fait un petit bilan, de savoir ce qu'on prend, ce qu'on prend pas. Et ce dont on vous reparlera là, c'était juste de la présentation de ce qui sort, c'est pas ce qu'on a lu. Donc il faudra revenir après, en ayant lu les différents albums, savoir ce qui nous intéresse plus particulièrement. Donc, je referme mes pages pour regarder très rapidement. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations-là sur le site internet. Rien que les indexer, ça a pris un temps de dingue. Ça m'a pris... J'ai fait ça sur 3 jours quasiment. Moi, j'ai très envie, donc Rebetiko, pourquoi pas, éventuellement Rebetiko, Rebetissa, j'ai un peu de retard dessus. Electric Miles, j'ai très envie de le prendre. Les vacances chez Pépé et Mémé, j'ai envie de le lire. J'ai pas forcément envie d'avoir la bande dessinée, mais le lire, ça me dirait bien. Cometa, je pense que je vais l'acheter à l'aveugle. Donjon Parade, je veux compléter ma collection. La Rose et l'Olivier, alors c'est plus par amitié pour Melaka, mais c'est pas la première que j'aurais prise si je connaissais pas l'autrice, mais du coup, je pense que je la prendrai également. Ensuite, je vais passer ces bandes dessinées à travailler demain, Carigari à l'intérieur. Ici, celle-ci, j'en ai pas lu suffisamment. On peut rire de tout sauf de sa mère, Nadia Comaneci, et Le Masque et le Renard, je vais pas prendre non plus. Là, Paul d'Hervé Bourris, j'ai envie de le prendre. Possession, ça m'intrigue aussi, mais il faut choisir. Le prolongement, je suis curieux de le lire.
en vrai, mais je pense que c'est pas la première que je vais prendre non plus, donc j'attendrai. Ensuite, on continue. Bézian, moi je suis curieux, mais je ne vais pas le prendre tout de suite, ça fait trop de choses. De Pierre et d'Os, c'est Air Libre. Celle-ci, ça me tente un petit peu. Hein. Je le mets. Pour l'instant, je prends pas, mais ça me tente un peu quand même. Strange Fruit et Enfermé, on n'est pas loin non plus de ceux que je prendrais dans d'autres semaines. Ça fait beaucoup trop, mais bon. La Terre Verte, je suis curieux aussi. Remington 1885, il faut que je me penche un peu plus dessus, mais pour l'instant je le prends pas. Charlotte, j'ai 3 tomes précédents, c'est difficile de dire qu'on va pas le prendre. Et puis sur les autres, je vais attendre de voir. Bon, ça en fait quand même 4-5. 4-5 sur la période minimum. Patrice nous dit Cometa m'a interpellé. C'est peut-être pas bien, hein. Là, on a juste regardé en se disant c'est petit, j'ai envie de voir la suite, mais c'est peut-être pas bien du tout. Steve nous dit Simon du passe-temps dit qu'il voit souvent des gens venir avec des poches Canal BD. Donc, effectivement, c'est des univers qui se recoupent, la bande dessinée et les jeux de société. Voilà, on a évoqué plein de choses. Beaucoup trop de choses. On va choisir, je vais passer commande, et puis on vous dira la fois prochaine ce qu'on achète, ce qu'on a lu effectivement, et ce qu'on vous conseille vraiment, parce que là, ne prenez pas tout ce que je vous ai cité pour du conseil. On a flâné, on a tourné quelques pages, regardé quelques albums, on va en acheter quelques-uns, mais c'est un peu à l'aveugle, c'est ce que j'aime bien faire en bande dessinée, acheter sans parfois avoir entendu d'autres choses que... je connais les auteurs souvent, c'est ça le problème. Et on a ce problème-là en jeu de société aussi. Maintenant, quand on connaît un peu les auteurs, on a envie de voir ce qu'ils ont fait et de les acheter sans avoir joué nécessairement. Et après, faut peut-être se débarrasser de ce qu'on ne garde pas. Et ça, c'est une autre tâche. Trouver les moyens de se débarrasser. On a évoqué cette question-là avec Yoann Levé hier. Comment faire pour... parce qu'on a tous du mal à faire des colis et à envoyer nos jeux de société par la poste en faisant des listes de jeux dont on se débarrasse. Il me disait peut-être quand tu vas sur un festival comme on va le faire sur l'Alchimie, faire une liste avant et puis croiser les personnes qui sont là-bas. Peut-être que c'est le genre de choses qu'il faut que je fasse aussi. Donc je vais voir si j'ai le temps, moi, de me faire une première liste, de vous la proposer à ceux qui seront sur l'Alchimie, de piocher à l'intérieur pour pouvoir libérer un peu les rayons, pour pouvoir placer ces jeux et ces bandes dessinées qu'on va acheter et qui ont besoin de place. On va pas faire que des tas partout, c'est pas possible. Voilà, c'est la fin de cette matinale en solo. J'espère que c'était pas trop usant d'entendre une seule personne parler et lire des pitchs de bande dessinée. J'espère que vous avez passé une bonne matinale malgré tout. J'ai hésité à la faire, mais je suis content quand même parce que il y avait beaucoup de contenu qu'on a préparé là, on dirait pas, mais c'est beaucoup de temps de travail pour pouvoir faire ces listes-là. Et il fallait quand même évacuer tout ça pour pas garder ça en tas, pour faire une trop longue émission la fois prochaine. Demain, ce sont les actus ludiques avec Pénélope. Vendredi, c'est le top du GBL. Il y aura donc une matinale demain et vendredi. Bonne journée à tous et à très bientôt.